Lorraine Sigmund Bittaker est née le 27 septembre 1940 à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Ses parents biologiques le placent dans un orphelinat parce qu'il est un enfant non désiré. Peu de temps après, Lawrence est adopté par Monsieur et Madame Bittaker. Le père adoptif travaille dans l'industrie aéronautique, ce qui oblige donc la famille à se déplacer fréquemment aux États-Unis. Lawrence n'a pas une enfance heureuse. Ses parents adoptifs ne s'occupent pas de lui et le jeune garçon est en manque d'amour. Il compense alors ceci en volant et en commettant de nombreuses infractions. De ce fait, Lawrence est arrêté pour la première fois à l'âge de 12 ans et obtient alors un casier judiciaire. En parallèle, à l'école, il est un excellent élève. Il a un QI de 138, mais il considère l'école comme une expérience fastidieuse et abandonne le lycée en 1957. À ce stade de son adolescence, lui et ses parents adoptifs vivent en Californie. Moins d'un an après avoir abandonné ses études, il est de nouveau arrêté pour vol de voiture, délit de fuite et évasion. Par conséquent, Lawrence est emprisonné à la California Youth Authority, où il y restera jusqu'à l'âge de 18 ans. Durant son emprisonnement, ses parents ne lui rendront jamais visite. Ainsi, à sa libération, le jeune homme découvre que ses parents adoptifs l'ont renié et ont déménagé dans un autre État. Lawrence vit de vol et passe la plupart de son temps derrière les barreaux. Lors de l'une de ses incarcérations pour vol, l'homme est qualifié par un psychiatre de très manipulateur. Le professionnel de santé a également décrit Lawrence comme ayant une hostilité dissimulée considérable. En 1974, il est arrêté pour tentative de meurtre après avoir poignardé un jeune employé de supermarché qui l'avait accusé de vol. L'employé avait observé l'homme voler un steak et l'avait donc suivi à l'extérieur, dans le parking du magasin, afin de lui demander s'il avait oublié de payer. Le criminel a répondu en poignardant son poursuivant dans la poitrine, manquant de très peu le cœur. Ensuite, il a tenté de fuir, mais a été rapidement retenu par deux autres employés du supermarché. L'employé, Gary Louis, a survécu au coup de couteau et Lawrence est reconnu coupable de l'accusation d'agression avec une arme mortelle. Roy Lewis Norris est né à Greeley, dans le Colorado, le 5 février 1948. Roy est conçu hors mariage. De ce fait, ses parents se marient alors afin d'éviter la stigmatisation sociale entourant les naissances illégitimes à l'époque. Son père travaille dans une casse et sa mère est une femme de ménage toxicomane. Roy passe son enfance à vivre avec ses parents et ainsi que dans des familles d'accueil à plusieurs reprises. Son enfance est très difficile. Il est systématiquement accusé pour tout et pour rien par ses parents biologiques et est souvent négligé par de nombreuses familles d'accueil avec lesquelles il vit, se voyant souvent se faire refuser de la nourriture ou encore des vêtements. Le jeune garçon est aussi plusieurs fois abusé sexuellement lorsqu'il est sous la garde d'une famille hispanique. À l'âge de 16 ans, alors qu'il vit avec ses parents biologiques, Roy se rend au domicile d'une femme âgée d'une vingtaine d'années et commence à lui parler d'une manière sexuellement suggestive. La femme lui ordonne de quitter sa maison et en informe alors le père de Roy, qui menace son fils de lui faire passer un tabac. L'adolescent vole alors la voiture de son père et se rend dans les montagnes rocheuses où il tente de se suicider. Un an plus tard, Roy abandonne l'école et rejoint la marine américaine. Il est en poste à San Diego en 1965 et est déployé pour servir dans la guerre du Vietnam en 1969. En novembre, il est arrêté pour ses premières infractions sexuelles connues. Il est accusé à la fois de viol et d'agression avec tentative de viol. En effet, Roy a tenté de pénétrer de force dans la voiture d'une femme seule. 3 mois plus tard, en février 1970, il tente de tromper une femme seule en lui permettant d'entrer chez elle. Lorsque la femme refuse, il tente alors de pénétrer par effraction dans sa maison. La femme appelle immédiatement la police qui arrête donc Roy avant qu'il n'eût l'occasion de lui faire du mal. Moins de 3 mois après cette infraction, des psychologues militaires déclarent que l'homme souffre d'un trouble de la personnalité schizoïde. Roy, après avoir quitté la marine, passe la plupart de son temps à agresser physiquement et sexuellement des femmes.
En 1976, le criminel est arrêté pour ses nombreux crimes et est emprisonné dans la même prison que Lawrence Bittaker. Lawrence et Roy se sont d'abord rencontrés vaguement en 1977. Les deux criminels ne sont pas adressé la parole, mais Roy faisait partie du gang des durs, avec les plus grands détenus de la prison. La véritable rencontre entre les deux se fait lorsque Lawrence a sauvé Roy d'une attaque par des codétenus. En 1978, ils sont devenus de proches connaissances après avoir découvert qu'ils partagent un intérêt commun pour la violence sexuelle et la misogynie. Lorsqu'ils sont seuls, les deux hommes discutent régulièrement de plans pour agresser et assassiner des adolescentes après leur libération. Ce fantasme partagé évolue en un plan élaboré pour assassiner une fille de chaque année d'adolescence, de 13 à 19 ans. Le duo jure alors de se retrouver une fois libéré. Lawrence est libéré de prison en 1978 et déménage à Los Angeles. Roy, quant à lui, sort de prison en janvier 1979 et déménage avec sa mère à Los Angeles. Lawrence contacte Roy dès sa sortie de prison et ils continuent alors leur amitié de prison à l'extérieur. Les deux criminels se remémorent ensemble les plans d'agression sexuelle et d'assassinat de femmes qu'ils ont élaborés en prison. Pour les mettre à exécution, Lawrence achète un van qu'il nomme Murder Mac parce qu'il n'y a pas de fenêtre à l'arrière et une large porte coulissante du côté passager. C'est de février à juin 1979 qu'ils testent leur plan. Ils conduisent sur l'autoroute de la côte Pacifique, s'arrêtent sur des plages, parlent à des filles, les prennent en photo et s'entraînent à les aborder. Ce n'est que le 24 juin 1979 que le duo fait sa première victime. Il kidnappe Lucinda Lynn Schaefer, 16 ans, près de la plage Redondo. Roy scotche la bouche de la jeune femme et lui attache les bras ainsi que les jambes. Lawrence, quant à lui, est chargé de conduire le van sur une route dans les montagnes de San Gabriel. Les deux hommes violent l'adolescente, puis Roy tente de l'étrangler, mais le visage de sa victime rempli d'horreur le fait vomir. Lawrence lui enroule alors un cintre autour du cou et le serre avec des pinces, étranglant Lucinda à mort. Il cache son corps dans un rideau de douche et le jette dans un canyon dans les environs. Leur deuxième victime est Andrea Joy Hall, âgée de 18 ans. Le 8 juillet, la jeune femme me fait de l'autostop. Roy se cache à l'arrière du van et Lawrence lui dit de monter. Après l'avoir embarqué, ce dernier lui propose une boisson qui se trouve dans la glacière à l'arrière. Lorsqu'elle se rend à l'arrière, Roy lui saute dessus, lui attache les bras ainsi que les jambes, puis lui scotche la bouche. Le duo l'emmène à la même route que précédemment, dans les montagnes, et la viole à plusieurs reprises. Roy laisse son complice seul avec la femme afin d'aller chercher des bières. Lorsqu'il revient, Lawrence est seul, en train de regarder des photographies de leurs victimes. Il explique à Roy qu'il a poignardé la femme avec un pic à glace dans chaque oreille et comme elle ne mourait pas assez vite, il l'a étranglée. Ensuite, il a balancé son corps par-dessus une falaise. Le 3 septembre, alors qu'ils conduisent près de la plage Hermosa, il voit deux filles à un arrêt de bus et leur propose alors de les reconduire chez elles. Jackie Doris Gillian, 15 ans, et Jacqueline Lee Lamp, 13 ans, acceptent leur offre. Cependant, Lawrence gare le van près d'un terrain de tennis dans une banlieue. Les filles deviennent alors très suspicieuses. Jacqueline se sauve par la porte arrière, mais Roy lui frappe la tête avec un bâton. Se suit alors une courte lutte, mais avec l'aide de Lawrence, Roy maîtrise les deux adolescentes et les attache. Les criminels se rendent une nouvelle fois à la même route dans les montagnes. Pendant 2 jours, ils gardent les filles en vie afin de les violer et de les torturer avec des cintres et des pinces. Ils enregistrent même les événements sur une bande audio. Lawrence poignarde Jackie dans chaque oreille avec un pic à glace. Comme Andrea Joy Hall, elle ne meurt pas de suite, et les hommes l'étranglent chacun leur tour jusqu'à ce qu'elle meure. Lawrence étrangle ensuite Jacqueline pendant que Roy lui frappe la tête avec un marteau à 7 reprises. Ils abandonnent les corps au-dessus d'une falaise, les pics à glace toujours dans la tête de Jackie.
Le 30 septembre, le duo trouve une nouvelle victime, Robin Robeck. Il la force à entrer dans le van. Les deux la violent, mais elle réussit à s'échapper. Robin se rend alors au commissariat le plus proche afin de porter plainte. La police lui montre des photographies de plusieurs hommes, mais la femme n'en identifie aucun. Le 31 octobre, les deux tueurs enlèvent Shirley Lynette Ledford, 16 ans, puis la violent et la torturent avec une paire de pinces, en conduisant dans Los Angeles au lieu de se rendre à leur lieu habituel. Ils enregistrent une nouvelle fois une bande audio de leur crime et étranglent leur victime avec un cintre et des pinces. Au lieu de se débarrasser de son corps au-dessus d'une falaise, ils la laissent sur un terrain au hasard sur la plage Hermosa afin de voir la réaction locale dans les journaux. Le corps est donc retrouvé le lendemain. En novembre, Roy renoue avec un ami nommé Joseph Jackson, qui était dans la même prison que lui auparavant. Il se confie à Jackson concernant ses exploits avec Lawrence au cours des 5 derniers mois, y compris des détails du meurtre de Shirley Lynette Ledford, la seule victime dont le corps a été retrouvé. Roy dit également à Jackson qu'en plus des 5 meurtres qu'ils ont commis, il y a eu 3 autres incidents au cours desquels lui et Lawrence ont tenté d'enlever des jeunes femmes qui ont réussi à leur échapper. Après avoir entendu les aveux de Roy, Jackson consulte son avocat car il ne sait pas quoi faire de ces informations. Ce dernier lui conseille d'en informer les autorités. Un détective de la plage Hermosa, nommé Paul Bingham, est chargé d'enquêter sur les affirmations de Jackson concernant les aveux de Roy sur les meurtres. Paul constate tout d'abord que les déclarations de Jackson correspondent au dossier de plusieurs adolescentes qui avaient été portées disparues au cours des 5 derniers mois. De plus, il lit un dossier dans lequel une jeune femme nommée Robin Robeck a été kidnappée dans un van et ensuite violée par 2 hommes. Ressemblant fortement aux révélations de Roy faites à Jackson, Paul décide de se rendre chez Robin afin de lui montrer une photo des 2 criminels, Roy et Lawrence. Sans aucune hésitation, Robin identifie formellement les 2 photos qui lui sont présentées. Après avoir lié Lawrence et Roy au viol de Robin Robeck, la police d'Hermosa place Roy sous surveillance. En quelques jours, les policiers observent son trafic de marijuana. Le 20 novembre 1979, Roy est alors arrêté pour violation de libération conditionnelle. Le même jour, au motel de Burbank, où il réside, Lawrence est arrêté pour le viol de Robin Robeck. Une perquisition de l'appartement de Lawrence révèle plusieurs photographies Polaroid de leurs victimes. À l'intérieur du van du criminel, les enquêteurs découvrent un marteau, un sac en plastique rempli de poids en plomb, un livre détaillant comment localiser les fréquences radio de la police, un pot de vaseline, 2 colliers, confirmés plus tard comme appartenant à 2 des victimes, et ainsi qu'un enregistrement sur bande d'une jeune femme en détresse criant et implorant à plusieurs reprises grâce alors qu'elle est torturée et abusée sexuellement. À l'intérieur de l'appartement de Roy, la police découvre un bracelet qu'il avait pris sur le corps de Shirley Lynette Ledford en souvenir. Il trouve également des photographies Polaroid de près de 500 adolescentes et jeunes femmes. La plupart de ces photos ont été prises à l'insu des filles et sans leur consentement. En février 1980, Roy et Lawrence sont officiellement inculpés du meurtre des 5 filles. Lors de la mise en accusation, Lawrence se voit refuser la caution, alors que la caution de Roy est fixée à $10 000. Moins d'1 mois après avoir été accusé de meurtre, Roy accepte une négociation de plaidoyer dans laquelle il témoignerait contre Lawrence en échange de l'acceptation par l'accusation de ne pas demander la peine de mort contre lui. Le 18 mars, il plaide coupable à 4 chefs de meurtre au premier degré, un chef de meurtre au deuxième degré, 2 chefs de viol et un chef de vol qualifié. Roy est examiné par des psychiatres qui affirment que le criminel n'a jamais manifesté de remords ou de compassion pour ses actes brutaux envers des victimes. Il semble compulsif dans son besoin d'infliger douleur et torture aux femmes. En conclusion, Roy peut être considéré de manière réaliste comme un sociopathe extrême dont le comportement dépravé est au-delà de la réhabilitation. Le 7 mai 1980, Roy Norris est condamné à 45 ans d'emprisonnement avec possibilité de libération conditionnelle à partir de 2010.
Quant à Lawrence, le 24 avril 1980, il est mis en examen pour 29 chefs d'accusation d'enlèvement, de viol, de sodomie et de meurtre, en plus de diverses accusations de complot criminel et de possession d'armes à feu. Son procès commence le 19 janvier 1981. Le témoin principal à comparaître pour l'accusation lors du procès est Roy. La preuve la plus accablante présentée au procès est une section de 17 minutes de la bande audio que le duo a créée sur les abus et les tortures de Shirley Lynette Ledford. La bande audio a été trouvée à l'intérieur du van des criminels, et Roy ajoute que Lawrence considère le contenu comme vraiment drôle. Plus de 100 personnes sont présentes dans la salle d'audience lorsque la bande audio est jouée. De nombreux membres du jury et du public pleurent en entendant le contenu. Plusieurs membres du public enfouissent leur tête dans leurs mains ou encore se précipitent hors de la salle d'audience avant la fin de la bande audio. Lawrence ne semble pas dérangé d'entendre le contenu de la bande et sourit même pendant toute la durée de l'enregistrement. Le 5 février 81, Lawrence témoigne en son propre nom. Il nie toute connaissance de l'enlèvement et du meurtre de Lucinda Lynn Schaeffer et affirme qu'il a payé Andrea Joy Hall pour qu'elle pose pour les photographies Polaroid. De plus, il révèle avoir payé la femme 200$ afin d'avoir une relation sexuelle avec elle. Ensuite, il affirme que Roy a accompagné la femme dans les montagnes de San Gabriel avant de revenir seul et de l'informer qu'il a dit à Andrea de trouver seul son chemin de retour. Lawrence a une explication similaire pour le double meurtre de Jackie Doris Gillian et Jacqueline Lee Clamp. Il affirme que Jackie avait accepté une offre d'argent afin de coucher avec elle et afin de poser pour des photos. Il dit également qu'il a vu pour la dernière fois les filles seules avec Roy dans le van. En ce qui concerne le meurtre de Shirley Lynette Ledford, il affirme qu'elle avait accepté de crier théâtralement pour l'enregistrement audio et qu'elle n'avait pas été torturée en sa présence, mais qu'elle avait été laissée seule avec Roy dans le van. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que ces deux-là se renvoient la balle et s'accusent l'un et l'autre des meurtres. Le procès de Lawrence B. Taker dure plus de 3 semaines. Dans la plaidoirie finale prononcée par l'accusation, le juge s'excuse auprès du jury de demander que la peine de mort, ajoutant qu'il souhaite que la loi lui permette de demander que les mêmes souffrances qu'ont subies les victimes soient infligées à Lawrence. De plus, le juge qualifie l'affaire de l'un des cas les plus choquants et les plus brutaux de l'histoire du crime américain. Le 17 février 1981, après avoir délibéré pendant 3 jours, le jury déclare Lawrence B. Taker coupable de 5 chefs de meurtre au premier degré, d'un chef d'accusation de complot en vue de commettre un meurtre au premier degré, de 5 chefs d'accusation d'enlèvement, 9 accusations de viol, 2 accusations de copulation orale forcée, une accusation de sodomie et 3 accusations de possession illégale d'une arme à feu. Les délibérations sur la question de savoir si Lawrence doit être condamné à mort ou à perpétuité sans libération conditionnelle commencent le 19 février. Le jury délibère pendant 90 minutes avant de rendre son verdict. Lawrence B. Taker est condamné à mort. Le criminel fait appel de sa condamnation, invoquant des erreurs de procédure, telles que la validité des mandats utilisés pour autoriser la perquisition de son van et de sa chambre de motel. Néanmoins, son appel est rejeté le 22 juin 1989. Le tribunal affirme que toute erreur de procédure sont mineures et que compte tenu des preuves solides contre lui, les erreurs n'affectent pas le verdict global. Une date d'exécution pour Lawrence est fixée au 29 décembre. Cependant, le tueur en série fait appel de cette décision. Une nouvelle date d'exécution est alors prévue pour le 23 juillet 1991. Il fait de nouveau appel de la décision et obtient un nouveau sursis d'exécution pour le 9 juillet 1991. Cependant, l'homme ne sera jamais exécuté. Je ne sais pas du tout pourquoi sa peine s'est changée en prison à perpétuité. Après sa condamnation en 1981, Lawrence accorde plusieurs interviews dans le couloir de la mort. Il n'exprime jamais de remords pour ses crimes, déclare à plusieurs reprises que le seul remords qu'il ressent est pour le fait que lui et Roy soient arrêtés, ruinant ainsi sa propre vie. Lawrence B. Taker décède de cause naturelle le 13 décembre 2019 dans le couloir de la mort à la prison d'État de San Quentin à l'âge de 79 ans. Roy Norris, incarcéré à l'établissement correctionnel Richard J. Donovan, décède aussi de cause naturelle au California Medical Felicity
le 24 février 2020 à l'âge de 72 ans. Dans les années qui ont suivi sa condamnation, Roy avait affirmé à plusieurs reprises que la seule raison pour laquelle il avait participé au meurtre était sa peur de Lawrence. Bien qu'il ait admis qu'il appréciait les actes de viol sur les victimes, il a affirmé que seul Lawrence appréciait les actes de torture et de meurtre, déclarant « Je n'aimais pas tuer, c'était Lawrence. C'était sa partie préférée. Regarder les femmes lutter pour vivre, sachant qu'il allait bientôt leur enlever la vie. » Les crimes des deux tueurs en Syrie étaient tellement horribles que l'enquêteur Paul Binum s'est suicidé en décembre 87. Dans une note de suicide, il explique que les meurtres commis par Lawrence Whitaker et Roy Norris le hantent et qu'il a peur qu'il puisse être libéré de prison. La cassette audio que les criminels ont créée, violant et torturant Shirley Lynette Ledford, reste en possession de la FBI Academy. Cet enregistrement est utilisé pour former et désensibiliser les agents du FBI à la réalité brute de la torture et du meurtre.